Bonjour les amis, bonjour les passionnés du sport auto, l'Afterlap, le podcast justement du sport auto, avec un grand plaisir aujourd'hui de vous retrouver parce que ça y est, la saison F1 a démarré, le Grand Prix de Bahreïn a eu lieu. Je sais honnêtement pas si les 23 Grands Prix prévus auront lieu, je vous le dis sincèrement, mais enfin en tout cas au moins le premier, il a bien eu lieu. Et donc on retrouve notre fidèle consultant et ami, Tristan Gomandi, qui joue toujours le jeu de l'amitié, de la complicité dans l'Afterlap. Salut Tristan. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bon, et ben voilà, on se retrouve après un hiver d'intersaison et j'imagine de préparation et de mise en forme, enfin en tout cas de continuité de mise en forme pour toi, même si je pense que ça va la santé, Tristan? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. C'est vrai que quand on est parti à Barcelone il y a 3 semaines pour faire des essais Goodyear et le samedi je suis négatif. On a tous notre PCR pour prendre l'avion et puis 24 heures après j'étais pas très bien. Le mardi on roule, ça se passe bien, mais j'étais là assez fatigué et commençait à avoir de la fièvre. Et puis le mercredi testé positif, donc on a été prié de quitter le circuit assez rapidement. Et après les 10 jours qu'on suivi ont été un petit peu difficiles. Après en plus c'est vrai que tout le monde était négatif au premier test. Donc tout le monde a dû repasser le test et là il y avait 4 personnes qui étaient positives dans le team Duquesne. Donc c'était un peu mais bon, moi je pouvais pas le savoir. On avait tous suivi le protocole à la lettre. Et puis bon, heureusement tout le monde se porte bien aujourd'hui, même si c'est vrai que pour certains ça a été plus dur que d'autres et notamment c'est vrai pour les plus jeunes finalement, c'est ça qui est un peu étonnant. On va pas partir dans des débats qui n'en sont pas aujourd'hui, mais en tout cas c'est vrai que les plus jeunes finalement ont été plus malades que les plus vieux. Ou mon ingénieur qui a passé la soixantaine, lui a été totalement asymptomatique. Ce qui n'a pas été mon cas. Donc bon, voilà. Mais à peine terminé, déconfiné, je suis parti à Chamonix avec l'équipe de France de judo. Je vais faire quelques postes. J'ai pas eu le temps de le faire, mais on est parti à la montagne pendant une semaine pour essayer de cracher ses poumons un peu et puis de se remettre à niveau. Mais ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Donc là, en théorie, je suis en forme. Je reviens avec quelques petits coups de soleil. Ça se voit pas avec le contre-jour. J'ai eu la chance d'avoir voilà. Bah écoute, tu nous rassures un petit peu, mais évidemment on se rend compte a posteriori que oui, ça n'a pas dû être drôle évidemment, et que on est de tout cœur avec toi. Bon rétablissement si on part du principe que c'est pas complètement encore la forme optimale, mais oui, tu confirmes qu'effectivement on n'est pas sorti de toutes ces histoires. Et finalement, c'est assez révélateur de ce qu'on va vivre un petit peu dans les 6 mois à venir. Je vois pas d'évolution radicale dans les 6 mois. Donc, ce qui nous est arrivé à nous va arriver à d'autres équipes. Alors moi, ça m'est concerné évidemment, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver aussi. Et là, on est dans notre sujet. C'est ce qui va arriver en Formule 1. Où obligatoirement, il y a un moment donné, lorsqu'ils vont tester sur les circuits, comme là, ils vont tester dans les écoles. Il va y avoir des cas positifs et auquel cas ils vont mettre dehors l'ensemble de l'équipe. Donc je sais pas trop comment ils vont gérer ça. On n'a pas d'informations à ce niveau-là, mais je vois pas comment un tel nombre de personnes réunies ayant pris les avions. On a beau avoir fait un test 2 jours avant, on a beau être négatif 2 jours avant, j'en suis la preuve, c'est que 2 jours après, on peut être positif et contaminer 3 ou 4 personnes et forcément les gens les plus proches, c'est-à-dire les ingénieurs, les data ingénieurs, les gens avec qui on est en train de regarder les ordinateurs ensemble. Et c'est pas toujours facile d'avoir une distance de sécurité, une distance sanitaire. Donc forcément, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des cas comme le nôtre durant l'année de Formule 1 et toute la saison. Oh que oui, affaire à suivre, en effet. Bon, en tout cas, je te propose quand même de nous mettre en mode débriefing F1, car ce Grand Prix de Bahreïn a bien eu lieu avec les 20 pilotes prévus, ils étaient tous là. Et donc, on a eu quand même, alors tu as vu, j'ai mis Hamilton évidemment en fond d'écran, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, Lewis Hamilton s'est bien imposé devant Max Verstappen et Valtteri Bottas sur le podium. Mais on va passer un petit peu en revue tout le monde, parce que qui dit premier Grand Prix dit quand même des choses à dire. Et il faut avouer que ce Grand Prix et ce week-end global, Tristan, n'a pas été inintéressant, loin s'en faut. Je dirais même qu'on a eu un feu d'artifice, pour reprendre aussi l'image derrière moi, de choses à dire. Alors écoute, j'ai envie de te poser la première question qui est évidente pour tout le monde. Hamilton, Verstappen, la bataille, parce que je crois qu'on ne peut pas les dissocier finalement de tout le week-end. Verstappen, il a toujours été en tête et puis finalement, il ne gagne pas quand même le Grand Prix. On imagine qu'évidemment, il a les boules, si je puis me permettre.
Mais Hamilton, ça n'a pas été de tourpeau pour lui. Et évidemment, le point culminant, ça a été ce dépassement de Verstappen à 4 tours de l'arrivée, où on croit que c'est fait, et puis il va rendre sa place à Lewis Hamilton. Sur le moment, toi, comment tu as pu un peu percevoir cette situation et comment tu l'analyses après coup? Parce qu'évidemment, le débat, tu l'as compris, il est là. Est-ce qu'il devait le faire? Est-ce qu'il l'a bien fait? Est-ce qu'il fallait pas le faire? Est-ce qu'il y avait un autre coup à jouer? Qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, déjà, au moment de l'action, bon, comme tout le monde, on a suivi sur Canal, et c'est vrai que les commentaires étaient un peu étonnants parce que au départ, pouvait être sous-entendu que c'était à la propre décision de Max. Et là, j'en étais quand même très étonné. Lorsqu'on a dépassé, on attend à minima que ce soit un peu tranché, d'avoir un retour de l'équipe, et finalement, ce qu'on a eu plusieurs tours après, où c'est effectivement à la demande de Red Bull qui lui demande immédiatement de le relaisser passer. Est-ce que c'était une bonne chose? Après coup, j'aurais une tendance à dire non, parce que c'est vrai que, alors, ouais, il y a deux manières de le voir. Il y a la manière extrêmement fair-play à l'anglaise, comme ils l'ont faite, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a des règles, ils l'ont respecté à la lettre. On ne pourra pas leur reprocher, oui, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est tout à leur honneur. Et donc, ils ont été parfaits de ce point de vue-là. Voilà. Donc après, ce qui est clair, c'est que manifestement, premièrement, lorsque vous avez fait tout le travail et que vous avez dépassé Hamilton, psychologiquement, même si Max est très très fort, mais il y a toujours ce petit côté. C'est quand même dur de se remettre à la perfection dans son pilotage, dans sa motivation, lorsque vous venez de faire tout le travail et de le passer et de le laisser passer à son tour. Donc là, je pense qu'il y a eu un point quand même forcément psychologique, ça joue. Et puis il avait donné 100% de ce qu'il avait dans les mains pour aller chercher Hamilton. Donc forcément, c'est vrai que la température des pneus, même si elles étaient moins importantes que lors des essais, on voyait bien qu'il y avait quand même une dégradation et que tous les pilotes étaient sur le fil du rasoir pour essayer de maintenir les températures et ne surtout jamais surchauffer les pneus. Donc c'est vrai que de revenir à la charge derrière, sachant que c'est pas toujours évident, même si effectivement il y a le DRS, la dérive et le fait d'être déventé derrière fait que forcément vous surchauffez un peu vos pneus. Et il a eu du mal à revenir, mais bon, après, il faut quand même admettre que Hamilton a fait un travail, encore une fois, exceptionnel. Oui. Pas la moindre faute pendant tout le Grand Prix. Max et Hamilton étaient sur une planète différente. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas les dissocier. Non, pour continuer sur le débat, on peut se dire maintenant, ok, Verstappen, il y avait peut-être le coup à jouer de pas rendre la place et d'essayer d'avoir 5 secondes d'écart à l'arrivée. Moi, j'y crois pas. Je vois pas comment il pouvait mettre 5 secondes à Hamilton en 4 tours à la fin, franchement. Non, c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué, mais on peut jamais le savoir. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, le petit coup psychologique, il est inversé. C'est-à-dire qu'Hamilton, il est passé, il peut s'énerver de dire mais pourquoi il me redonne pas la place? Et que là, il peut y avoir une petite erreur, sachant que c'est vrai que Max avait une tendance à revenir de l'ordre de 4 à 6 dixièmes au tour, c'était quand même énorme. Il restait 4 tours. La moindre petite faute de l'un ou de l'autre pouvait créer ces 5 secondes d'écart. Ouais. Alors après coup, perdu pour perdu, si vraiment c'est 5 secondes, mais encore faut-il en être certain, parce qu'on parle des 5 secondes, mais très honnêtement, j'ai pas le règlement sous le nez qui me dit lorsque vous dépassez parce que vous avez mis 4 roues hors circuit, est-ce que c'est 5 secondes? J'en ai pas l'absolue certitude. Donc si effectivement c'est 5 secondes, on se dit la probabilité c'est qu'il arrive à repasser parce qu'il était franchement un step au-dessus à ce moment-là. Donc on s'est dit il reste 3 tours pour pouvoir repasser, ça paraissait complètement vraisemblable. Oui. Finalement, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'arrive pas à recréer une opportunité pour passer Hamilton avant la fin du Grand Prix. Ça, c'est ce qui finalement, et c'est ce qui a dû un peu étonner. Mais Hamilton a sorti 2 derniers tours qui sont pas en termes de lap time extraordinaires, mais qui ont été parfaits. Oui. Donc Max n'a pas réussi à se remettre dans le DRS, ou alors dans des portions où c'était trop court.
voilà, on peut malheureusement ou heureusement, on peut que être admiratif encore une fois du travail d'Hamilton. Oui, oui, on est d'accord. Ça fait plus d'un an qu'on se parle après chaque Grand Prix ou presque. Et à chaque fois, on arrive à cette conclusion, bah oui, qui maîtrise tout. Le fait est que cette année, pour ce premier Grand Prix au moins, il y a vraie promesse de vraie bataille. Là, il y a vraiment un match qui est annoncé. Là, Hamilton-Verstappen, a priori, ça le fait là. Hein. Il y a vraiment quasi équivalence. Ouais, alors même si on se rend bien compte que on a vu Pérez qui a fait un super boulot, qui est Oui, remonté. Donc on a une tendance quand même à penser quand on compare avec les équipiers, quand on compare Pérez-Bottas, on peut se dire que éventuellement quand même la Red Bull, en tout cas sur ce Grand Prix, était un petit step au-dessus. oui, Encore un petit, on est gentil parce qu'il faut quand même avouer que à pneus équivalents, Max était quand même encore une fois entre 4 et 6 dixièmes plus vite au tour. C'est quand même pas une paille. Donc bon, la Red Bull est un step au-dessus, mais c'est vrai que le gros avantage encore pour le moment, hein, c'est de Mercedes, c'est d'avoir Hamilton. ben voilà. Si on enlève Hamilton demain matin, si on ne laisse que Bottas, il n'y a plus de match, il n'y a plus de Grand Prix. Red Bull est clairement un step au-dessus. Donc ce qui va quand même être très intéressant, c'est que on a là deux équipes qui ont énormément d'expérience, et effectivement avec Max et Hamilton, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Je pense que les uns et les autres vont faire progresser les autos, ça va se rejoindre, le niveau de perfo des deux autos va finalement converger. Et là, on va, j'espère en tout cas, assister à ce qui est assez rare, c'est d'avoir vraiment une espèce, comme tu disais, une espèce d'équivalence qui va faire Ouais. que ça va se jouer à la petite faute, à la petite stratégie, à effectivement l'undercut, comme on en a beaucoup parlé pendant le Grand Prix. Finalement, l'équipe a eu raison de le faire, même Ouais. si Hamilton, on l'a vu, a dit mais moi je pouvais continuer avec ces pneus-là, pourquoi vous m'avez arrêté? Mais Oui. c'était voilà. Après, ça va être toute une histoire de logiciel et de simulateur pendant la course Ouais, pour prendre ouais. une Tout décision. à fait. Alors, puisque c'est le premier Grand Prix, Tristan, bah, je te propose, oui, qu'on passe pratiquement un peu tout le monde en revue, parce que c'est vrai que bah, on était curieux, puis on a vu déjà des choses qui sont intéressantes. Donc, écoute, voilà, on va y aller dans l'ordre. Pour conclure sur, alors, Mercedes, oui, bah, tu l'as dit, je le pense sincèrement, bah, oui, Bottas, il est à sa place, il est en numéro 2, il est 3 sur le podium, c'était attendu. En revanche, Pérez, pour conclure sur le sujet, bah, j'ai l'impression quand même que Red Bull là démontre que le choix de Pérez c'était bien vu quoi parce que finalement il nous fait une Pérez. C'est-à-dire qu'il a un souci, il part un peu dernier puis on se rend compte que le gars il est quand même c'est pas n'importe qui, il est quand même solide. Il fait top 5 au final en ayant bien mené sa barque. Alors oui, évidemment, c'est Verstappen qui se bat pour la victoire. Mais derrière, Pérez, il ramène de sacrés gros points pour Red Bull. Et j'ai le sentiment que oui, il y a une certaine complémentarité finalement qui déjà s'est exprimée chez Red Bull. En tout cas, en tout cas, on n'a pas ce sentiment d'écart parce qu'encore une fois, je crois que Pérez en qualif a eu non seulement des soucis, il y a eu l'histoire du drapeau jaune, bon, on peut pas juger sur un Grand Prix. En tout cas, ce qui me semble pour le moment assez clair, c'est qu'on ne retrouve pas l'écart qu'il y avait entre Albon et Max l'année dernière, et que il peut effectivement y avoir quand même une complémentarité très très importante pour Red Bull, en tout cas pour le titre à la fin de l'année. Et Pérez a clairement fait le job, hein, Ouais, parti des stands. voilà. Faut quand même ne pas s'énerver, pas faire de fautes. Ce qu'il a fait, on pouvait pas. C'était quand même très compliqué pour lui d'espérer mieux que le résultat qui vient d'engranger. Donc je pense que il gagne en confiance, il va gagner en confiance. L'équipe va lui faire confiance. Pour le coup, Max, je pense il peut être énervé. Et puis il a pas forcément marqué outre mesure les esprits. On a vu qu'il avait une excellente auto, mais finalement il a échoué face à Hamilton. Faut quand même appeler Oui, un chat un chat. oui. Donc du coup, Pérez quand même a marqué pour le moment, a bien tenu sa place chez Red Bull pour ce premier Grand Prix. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors passons en revue un petit peu tout le monde, donc comme je te le disais. Alors moi j'ai envie de... Bon, on va y aller dans l'ordre, même si bon, je garde deux équipes pour la fin, mais bon bref, on va commencer par McLaren si tu veux bien. Et McLaren, bah, moi j'ai l'impression là qu'ils sont là un petit peu pour, pour vraiment un peu dynamiter parfois le peloton. Je les vois vraiment pour l'instant en troisième position globale des équipes. Alors Norris fait 4, hein, je le rappelle, du Grand Prix, donc c'est pas rien. Ricciardo, bon...
un petit peu derrière fait 7, mais enfin on les a vus les voitures oranges, et on les voit, on les a vus globalement aux avant-postes depuis le début du week-end. Donc est-ce que tu as ce sentiment qu'effectivement McLaren là est bien, et que les deux là, Norris-Ricciardo, c'est une sacrée paire? Ah, oui, oui, oui. Et puis, enfin, même si à la fin, le résultat final, effectivement, Ricardo 7, en termes de perfo pur, Ricardo, encore une fois, il a montré tout de suite qu'il pouvait être le meneur de cette équipe. Donc Norris, je pense qu'il faut il se méfie, parce qu'il a subi quand même malgré tout une année grosse baston avec Sainz l'année dernière, parce que Sainz avait fait un excellent travail, et c'était pas toujours évident de tenir la comparaison. Et Ricardo, franchement, bon, ok, le résultat final est celui-là, mais Ricardo a montré qu'il était quand même aussi extrêmement vite dans cette auto, et souvent un petit chouille au-dessus de Norris quand même. Donc McLaren, dans son ensemble, je crois, garde le même rôle qu'ils ont eu un petit peu l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a ces deux équipes Red Bull Mercedes qui sont un petit step au-dessus, mais juste derrière quand même, prêt à taper, c'est McLaren. Voilà. Et ils ont prouvé encore ce week-end qu'ils étaient là, même si Ferrari a été quand même bien présent avec Leclerc, mais on peut pas dire, c'est encore pas du tout au niveau de McLaren. Donc effectivement, il y a cette triplette aujourd'hui, et il y a clairement McLaren en embuscade. Tout à fait. Donc moi je fais confiance, hein, je te le dis franchement, à ce duo pour, je reprends l'expression, dynamiter un petit peu la saison. Je sens que là ils auront des cartes à jouer sans avoir grand chose à perdre, pour bien se montrer, et que les tempéraments de Ricciardo et de Norris, je pense, vont bien le faire pour essayer d'aller chatouiller dès que c'est possible les ténors. Alors Ferrari, tu en as parlé, bah oui. Écoute, moi, j'ai le sentiment que Leclerc là, nous a montré là aussi sa solidité, puisqu'il fait 4 en qualif, c'est quand même super, 6 finalement à l'arrivée, mais on l'a bien vu, quoi. Je veux dire, il a pas été largué du tout. Et Sainz, bon, peut-être un peu plus malheureux, on va dire, sur le déroulement global, mais il fait finalement 8, et on l'a vu aussi. J'ai le sentiment que là, effectivement, on a remis un peu les choses à plat chez Ferrari, que ça se présente pas mal. Ouais, je suis assez d'accord. Alors après, je pense que les deux pilotes vont devoir faire le dos rond, parce que il y a un problème structurel chez Ferrari, ça c'est clair. Il faut que Ferrari et cette équipe se restructure techniquement comme humainement, parce qu'on voit que ça ne va pas, et c'est pas de cette année. Donc malgré tout, ils ont récupéré une partie du déficit moteur, et là on peut le voir quand même cette année. On le voit dans les lignes droites clairement. Donc ça, c'est quand même, je crois en tout cas, l'évolution qu'il y a chez Ferrari cette année, elle est au niveau moteur plus que châssis. Et qu'ils ont récupéré une trentaine ou une quarantaine de chevaux par rapport à l'année dernière. C'est ce qui leur permet déjà de pas perdre des places stupidement en ligne droite, et ça leur permet quand même de tenir dans le peloton. Après, c'est clair que Sainz n'a pas eu trop de chance quand même en qualif avec le drapeau jaune, hein, mais Oui. il était clairement à niveau égal avec Leclerc. Donc là aussi, je suis d'accord avec toi, il y a une doublette là qui est très très intéressante. Et je pense que ce changement avec Vettel-Sainz, je pense qu'il est bénéfique, et ils ont besoin de 109, ils en avaient besoin, et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui va bien fonctionner. En tout cas, j'ai un bon feeling Ouais. sur cette doublette chez Ferrari aussi. Si tant est que Ferrari fasse quand même ces évolutions qui vont être nécessaires au niveau de la voiture, parce que sinon, ils passeront l'année dans les 6-7 en fin de Grand Prix, même s'ils pourront faire quelques coups d'éclat. Ils sont encore pas du tout au niveau de McLaren, Mercedes, Red Bull. Voilà. Voir AlphaTauri, parce que Ouais. on va parler d'AlphaTauri maintenant, et on va aborder les forces françaises, parce que qui dit AlphaTauri va dire Pierre Gasly pour nous, hein, effectivement. Mais ce jeune japonais de Tsunoda, j'attends ton avis avec impatience, parce que je trouve qu'il a vraiment crevé l'écran. Bon, si on commence par Pierre, bah, formidable, 5e en qualif, une solidité, on va dire, sur la lancée de l'an dernier, avec cette voiture qui semble là aussi bien née. Alors, est-ce que tu estimes qu'effectivement son incident du premier tour est une vraie faute? Tu l'as ressenti un peu comme ça en tant que pilote, toi, ou c'est vraiment pas de chance quelque part ce qui lui arrive au début? Moi, de ce que j'ai vu, oui, c'est sa faute. Et à un moment donné, il va au contact, et
à moins que l'autre ait effectivement levé le pied à ce moment-là, mais bon, il était vraiment dans la roue, quoi. Hein, donc Ouais. il y a un moment donné, et ça tape relativement fort parce que ça vient quand même lui casser l'aileron arrière et tout. Donc, enfin, c'est une faute pour moi. Bon, bah, et ça arrive. Hein, il voulait absolument garder le contact, il voulait repasser, il voulait, ok, mais bon, c'est une faute Bon. et qui lui coûte le Grand Prix. Ça, Oui. c'est clair parce que il s'est retrouvé dans les bas-fonds et après pour revenir, c'était quand même extrêmement compliqué. Donc, ça, c'est quand même dommage. Bon, donc effectivement, occasion ratée pour Pierre Gasly, mais le, on la sent. Ouais, le niveau de perfo Oui. global, encore une fois, a été excellent. La Ah oui. qualif, bon après, tout ça, il faut effectivement, c'est quand même le résultat du Grand Prix qui est important. Il a montré qu'en vitesse pure, il était là, mais son équipier a prouvé que Alors, au-delà, au-delà de la perfo individuelle, son équipier est en train de prouver que Pierre a une excellente voiture dans les mains. ouais, ouais. Faut faire attention, c'est qu'à un moment donné, Pierre avait de très bons équipiers, mais ce garçon a l'air d'avoir quand même des vraies ressources, probablement trop jeune pour pouvoir concrétiser les choses rapidement, mais il est en train de prouver que il peut jouer à armes égales. En tout cas, en qualif, c'est ce qu'il a fait. Il a étonné tout le monde. Oui. Il faut que Pierre se méfie parce qu'il va prouver que la voiture est bonne et il faudrait pas que il commence à se faire taper de temps en temps Ouais. par un petit jeune qui arrive. Voilà. Mais il n'en est pas là. Comme on le disait pendant le Grand Prix, c'est clair que Pierre, c'est quand même le rock de toute cette équipe. Donc faut qu'il continue comme ça. Il a fait le job. Là, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est un Grand Prix sur, À 23, théoriquement. en théorie, 23 Grands Prix. Donc il y a pas à juger Pierre sur ça. Ça lui a coûté évidemment son Grand Prix parce qu'il il est retourné dans le fin fond de la grille. Mais bon, il n'empêche que il était là. Il a été égal à lui-même pendant le Grand Prix. Ouais. Bon, je crois qu'on peut tous, là je crois qu'il n'y aura aucune surprise, donner le titre de meilleur rookie évidemment à Yuki Tsunoda qui donc quand même a été assez bluffant. Ce qui évidemment par comparaison pour vite évacuer la question Tristan, bon a été pas le cas pour Haas et Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Bon, alors c'est vrai que là, on est face à une équipe qui va disputer toute la saison en queue de peloton. Là, c'est vraiment une situation qui est annoncée, on voit aucun moyen d'en sortir. Alors moi, j'aurais tendance à positiver pour eux en disant, bon, bah, à ce moment-là, ils n'ont rien à perdre, à eux de se faire les dents et d'emmagasiner de l'expérience. Le problème, c'est que même dans cette optique-là, bah, ils se mettent tous les deux dehors, entre guillemets. Hein. On les a vus hier, ça a été vraiment super difficile pour les deux. Donc c'est pas terrible, hein, évidemment, comme début de saison pour Haas et pour Schumacher et Mazepin. J'ai peur. Je me suis posé la question pendant le Grand Prix. Alors, on va dire que le Russe, en plus, il a ce côté avec quelques dossiers déjà en arrivant. Oui, Donc, forcément, je pense, il attire une. On peut pas dire qu'on ait beaucoup d'empathie pour ce garçon. exactement. Donc ça n'aide pas et c'est vrai que faut admettre à leur décharge, la voiture a l'air quand même très compliquée. Il y a, comme leur a dit le propriétaire, il n'y a pas eu d'évolution sur la voiture. Il y a aussi, moi je me pose des questions très honnêtement, mais ça ne regarde que moi. Mais il y a quand on est en caméra embarquée, on entend beaucoup de bruit moteur quand même un peu un peu bizarre et que j'ai connu en endurance ou en tout cas sur des choses de traction control et de choses comme ça, même si c'est censé ne pas exister. Je pense qu'il y a quand même des systèmes qui sont détournés. Chaque équipe a quand même trouvé ses solutions pour pouvoir contrôler probablement la puissance sur les gaz. On voit que Haas a été quasiment la seule équipe à souffrir comme ça et à ne pas pouvoir passer la motricité à un point où les pilotes se mettent dehors tout seuls, quoi. Ouais. Hein. Donc bon, l'auto a l'air quand même très compliqué avec aucune évolution. J'ai peur pour eux que surtout pour Schumacher, mais que ça devienne grotesque. Et on l'a vu par le passé.
c'est qu'à un moment donné, ils sont tellement loin de la perfo, ils sont tellement loin, ils vont finir à un tour ou deux tours à chaque Grand Prix. Et finalement, ce sera déjà une grande performance de ramener la voiture sur la ligne d'arrivée. Alors, je ne sais pas malheureusement. J'imagine que pour ces deux garçons, le volant leur coûte extrêmement cher. Alors encore une fois, j'ai pas beaucoup d'empathie pour le Russe, mais Oui. pour Schumacher, je sais pas si finalement il va pouvoir en tirer quelque chose. J'espère qu'il aura quelques opportunités de montrer quelque chose en termes de perfo, de capacité, de skill, comme disent les Anglais, mais j'ai bien peur que la Hmm. saison soit très très longue pour ces deux garçons. Ouais. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. On va parler d'Alpine et d'Aston Martin là dans quelques instants. Bon, les deux équipes où il n'y a peut-être pas grand-chose à dire. Bon, c'est Williams, bon, qui sont à leur place. Hein. Latifi est à l'arrivée, mais bon, il est loin. Russell s'est montré en qualif. Bon, bien, il a été en Q2 et puis il fait 14 à la fin. Je crois qu'il peut pas faire mieux. Donc Russell, on sait bien qu'on l'aime bien parce que bon, on sait que c'est quand même quelqu'un de valeur, mais là, je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus. Alfa Romeo. Je crois qu'on peut être déçu parce que tu as vu les essais ils avaient été bien, hein, très endurants, rapides, et puis là ils font 11 et 12, ce qui est pas honteux, mais ce qui est décevant. Il n'y a pas un petit point qui a été ramené. Je sais pas comment tu peux l'analyser. Ça a été, on a eu du mal à suivre un petit peu leur course parce que c'est vrai ils sont dans un, non, enfin c'est un peu péjoratif, mais ils sont un peu dans le ventre mou, un Oui. peu du plateau. Et on a du mal à les situer. D'ailleurs, eux-mêmes, je pense c'est un peu compliqué parce ils sont entre deux eaux. Ils sont vraiment en queue de peloton de ce top 10. Ça leur demanderait vraiment de faire une course parfaite pour rentrer dans le top 6, 7, 8 dans ces eaux-là. Bon, on a vu quelques difficultés pendant le Grand Prix pour les deux pilotes d'ailleurs. Bon, ils se tiennent. Mm. Pas grand chose à dire sur Alfa Romeo. Non. C'est Honnêtement, ils sont eux aussi un petit peu à la place qu'ils avaient l'année ouais, dernière. ouais. Mm. Ils ont suivi un peu l'évolution de tout le monde. Bon, mais il y a pas eu de miracle en tout cas. Ouais. Pour le moment, on n'a pas vu de Non. miracle. Ouais. Et puis souvenons-nous que l'an dernier, le premier Grand Prix de l'année en Autriche, tu te souviens, en juillet, quand ça avait commencé, il y avait eu 5 ou 6 abandons de mémoire. Enfin, ça avait été un peu. Alors là, à part bon, Mazepin qui se met tout de suite dans le tas et Alonso, bah, on va en parler, qui a pas de chance, ça a été plutôt fiable. Donc effectivement, Alfa Romeo, j'ai envie de dire, dans ces conditions, est à la porte des points, mais pas forcément dans les points. Oui, ça c'est sûr. Bon, alors. Alpine, on en parlera pratiquement à chaque fois, Tristan. Pourquoi? Bah parce que équipe française, nouvelle ambition, nouveau programme, nouveau management. Et puis bah, avec Alonso en tête d'affiche, c'est sûr qu'à chaque fois, je pense que je te poserai une question là-dessus. Alors, là, il y a plusieurs questions que j'ai envie de poser. Bon, d'abord, Alpine, je les attendais mieux. Je me permets de le dire. J'avais l'impression que les essais à Bahreïn avaient été plutôt prometteurs. Et là, je les ai un peu. Alors, j'attendais mieux, mais en même temps, on a pas mal vu Alonso quand même. Alonso qui était bien qualifié et en début de course, il était là, quoi. Bon, alors, pour déjà fixer le débat, Alonso de retour en Formule 1. Olivier Panis s'est exprimé dans l'équipe il y a 2 jours, disant qu'à 40 ans ou presque, c'était pas un problème de motivation, ça allait le faire. Même au niveau physique, Olivier avait l'air de dire que c'était pas un problème. Toi, en tant que pilote aussi, dans ces eaux-là, si je puis me permettre, au niveau de l'âge, est-ce que tu crois qu'on peut revenir comme ça et facilement, même si on s'appelle Fernando Alonso? Alors facilement non. Parce que je pense que la F1 c'est quand même très très spécifique et on peut difficilement dire autre chose que c'est du très très haut niveau. Mais d'un autre côté, on lui donne les moyens et le temps de roulage pour s'y faire. Il y a 23 grands prix. On n'attendait pas forcément de lui qu'il explose au premier ou aux 3 premiers grands prix, donc on va quand même être relativement tolérant. Et encore une fois, c'était un petit peu ce qu'on se disait l'année dernière. Peut-être par les circonstances, peut-être pour différentes raisons, on n'est pas dans l'équipe, on n'a pas, mais il n'empêche qu'il a dominé son équipier. J'allais forcément te poser une question sur Esteban, qui je crains a été très transparent, oui. Donc, il y a un moment donné, j'ai fait un peu de monoplace et c'est d'autant plus vrai en monoplace, c'est que
le premier concurrent, c'est quand même son équipier. Et le premier point de référence, c'est son équipier. Alors, même si on peut estimer qu'il n'est pas à 100% de ses capacités, parce que le temps de revenir, quand même, le temps de reprendre ses réflexes, même si quand même j'estime qu'il a quand même fait quelques centaines de kilomètres, hein, donc il a quand même eu le temps de revenir à son niveau, mais il a montré qu'il a été solide. Il m'a donné le sentiment d'avoir tiré le maximum de ce qu'il pouvait tirer de sa voiture. Oui. Il y a pas un moment où il a été très très vite et puis il s'est un peu perdu, puis il est revenu, puis petite faute et puis non, très honnêtement, on l'a vu à la limite. Il a jamais passé vraiment la limite. On l'a vu souvent à la limite. Il m'a donné l'impression d'avoir tiré le maximum de son auto et en course avec Esteban, pour moi, il n'y a pas eu photo. Et là, ça fait 2 ans de suite que Esteban, il va falloir qu'à un moment donné, le garçon se libère parce que il a une magnifique opportunité avec un équipier comme Alonso de pouvoir justement montrer que il est au même niveau qu'un Alonso et que parfois il peut être plus vite. Bon, bah, il faudrait pas que ce week-end se reproduise trop souvent pour Esteban, je pense. Hein. Ben voilà, c'est vrai que si je repose la question différemment, c'est s'il n'y a pas Alonso ce week-end chez Alpine, c'est catastrophique. Ben voilà, on a le sentiment qu'il n'y a rien. Parce qu'effectivement, alors bien sûr, Esteban, il n'a pas de chance, il est éliminé dès la Q1, etc. Mais le fait est qu'il l'est quand même éliminé, et en course, il ne surnage pas. Alors je regarde juste les temps en tour, là, tu vois, c'est vraiment du spontané, chers mesdames et messieurs. Les temps autour pendant la course, ouais, effectivement, bon, Alonso fait un moins bon temps dans son meilleur tour qu'Esteban, quand même. Voilà, au 33e tour, Esteban fait 1,35,2, alors qu'Alonso, son meilleur tour en course, c'est au 31e tour, donc à peu près au même niveau, en 1,36,0. Donc Esteban peut quand même dire qu'il a fait un meilleur tour en course par rapport à Alonso, mais il n'était pas bien positionné, j'ai envie de dire. Ouais, mais en termes quand même de présence, de baston, les meilleurs temps en course, ils veulent dire sans vraiment dire, parce que ça dépend si vous avez le tour clair en partant avec les pneus neufs. On a vu Alonso qui a quand même fait une fin de Grand Prix où il a été à la baston très très régulièrement. On peut pas vraiment se fier là, mais bon, de toute façon, on peut pas non plus tirer des conclusions sur un Grand Prix. Toujours est-il que les circonstances, mais en tout cas visuellement à voir les deux Alpines, il en ressort quand même de notre expérience. Ça fait quand même quelques années qu'on regarde des Grands Prix de F1, de pouvoir d'observer ça, et on peut voir quand même que on a quand même tous les deux le même sentiment, que Alonso a tiré le maximum, et qu'encore une fois il est là, et qu'encore une fois il est devant son équipier. Et que si on enlève Alonso, Alpine malheureusement effectivement sont nulle part tout le week-end. Donc bon, j'ai hâte, concernant Alpine, j'ai hâte de voir le prochain Grand Prix et de voir un petit peu comment ça peut se passer, et notamment entre ces deux pilotes. Hein. Ok, allez, il nous reste une équipe, c'est Aston Martin, et là tu me vois venir évidemment, car là je crois que nous avons tous été très très déçu évidemment de ce qu'on a vu de Sébastien Vettel. Et là, je crains vraiment, là mon cher Tristan, je te le dis spontanément, même si c'est que le premier Grand Prix, on dira toujours la même chose, mais là je crois qu'hélas, une tendance commence à se faire. Hein. Non seulement il est toujours malchanceux, parce que en qualif, oui, c'est avec les drapeaux jaunes, ça tombe sans doute sur lui, mais le fait est qu'il est... voilà. 2, il continue à nous faire ces petites bêtises, qui est le freinage raté, la position perdue de manière idiote, un peu, on a le sentiment qu'il y avait mieux à jouer. Et puis alors, il nous fait une manœuvre idiote où il va emplafonner Esteban, il faut quand même le reconnaître, et il a l'air de penser que c'est pas de sa faute. Donc là, effectivement, tout est en place pour que Sébastien Vettel continue sa descente aux enfers. Est-ce que tu le ressens carrément comme ça aussi ? Oui, c'est vrai que tu rappelles l'événement avec Esteban. Esteban, c'est vrai. Il a été pénalisé, d'ailleurs, tu le sais aussi. Hein, Oui. C'est vrai que c'était malheureux pour Esteban. C'est vrai que là, j'ai envie de dire heureusement qu'il a pris un pourcentage d'Aston Martin. Ce sera plus compliqué pour le virer, mais là, c'est pas possible. 4 fois champion du monde, on se dit mais c'est.
Non, J'y ai c'est vrai plus. que ça fait un peu mal au cœur parce que c'est un personnage, on a quand même envie qu'il revienne au niveau parce qu'on se dit que c'est quand même un garçon qui devrait se battre avec Hamilton et Max et on le voit plus là que là où il est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on, bon, la comparaison avec un Stroll qui a fait du bon job. Ouais. Bon, bah là, c'est sûr que ça fait mal. Et c'est vrai qu'il a fait deux erreurs qui ont été bien vues, notamment sur son blocage. Alors, franchement, honnêtement, ça arrive hein, lorsqu'on est tous pendus comme ça, d'aller bloquer les roues sur 10 mètres. C'est pas, on peut pas dire que ce soit pas pardonnable. Hein. Non, Bon, non, c'est vrai. lui, le problème, c'est que c'est filmé et il perd de place. Oui. Donc c'est pas de bol. Et puis là sur Esteban, on se dit, c'est quand même bizarre. Alors que le mec il le sait et on le sait même nous en endurance. Il y a un moment donné, enfin je sais pas, tu sais que tu vas être déventé. Le mec il se met devant toi. Bon ok, tu peux ne pas l'accepter parce qu'il pourrait rester à côté et qu'Esteban il aurait, bon c'est un peu chaud ce qu'il fait, mais malgré tout d'aller percuter comme il le fait Esteban, ça en fait c'est deux fautes et c'est deux de trop quoi. Vraiment Ouais. là c'est dommage. Donc je sais pas où il va aller cette année, mais là il se met une difficulté supplémentaire, c'est que là il va y avoir une pression supplémentaire sur ses épaules. Là où on attend la solidité, là où normalement j'imagine qu'Aston Martin attendait un mentor, ce qui est peut-être le cas. Hein, ils l'ont Mhm. bien défendu tout l'hiver et sur toute la partie technique et professionnelle de Vettel. Mais en course, je pense que l'équipe peut s'attendre à avoir quand même un meneur Ouais. vis-à-vis de Stroll. Et finalement, si on inverse les casques dans les deux voitures, on se dit bah ouais tiens c'est normal, Vettel est un step au-dessus de Stroll. Et finalement c'est l'inverse. Bon bah Ouais. là ça fait mal. Hein. Oui. Là c'est vrai que ça va être compliqué pour lui. Et puis vu le Grand Prix qui vient de passer, il va avoir une pression supplémentaire au prochain Grand Prix. Et comme on sait, malheureusement, depuis 2 ans, il a une tendance à mal gérer la pression. J'ai peur que ce soit effectivement, on peut craindre une descente aux enfers, là. Oui, oui, ouais, ouais, non, là, affaire à suivre, mais hélas, oui, ça ne nous rassure pas du tout, là, ce qu'on a vu dans ce premier Grand Prix à Bahreïn. Bon, bah écoute, je crois qu'on a à peu près tout dit, là, franchement. Hamilton, t'as vu, a battu un record encore hier, 5126 tours en tête dans une carrière en Formule 1. Personne n'avait jamais fait mieux, donc là, je crois qu'honnêtement, il va vouloir tous les avoir, et il va tous les avoir, hein, les records, il est exceptionnel. On anticipe déjà sur ce qu'on dira dans l'année, mais bon, s'il est 8 fois champion du monde, s'il a dépassé le cap des 100 victoires, s'il a tous les records, effectivement, quid de sa carrière Est-ce qu'il partira sur un sommet absolument fabuleux ou est-ce qu'il voudra continuer, quitte à baisser au fur et à mesure? Bon, écoute, on n'en est pas là, mais c'est vrai que cette année va être très intéressante à ce niveau-là, surtout s'il y a la promesse que Red Bull et Verstappen peut aller le titiller là plus que d'habitude. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, non? T'avais quelque chose à rajouter? Non, 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 j'étais quand même ravi c'est toujours intéressant les débuts de Mm. saison parce que ça donne quand même le ton et le là sur toute la saison, même si en Formule 1, c'est quand même une des catégories extraordinaires en course automobile, c'est qu'il y a les évolutions sont toujours autorisées. Il y a un énorme travail de fait pour les équipes. Donc on peut s'attendre quand même à certains changements dans la hiérarchie. Et il peut y avoir des évolutions. On peut espérer que Ferrari fasse une évolution châssis, qu'ils viennent se mêler dans le top 5 assez régulièrement. Ou en tout cas, intrinsèquement, soit capable de se battre dans le top 5 en course. On a quand même cette année euh, deux écuries qui sont capables de, comme ils nous ont prouvé, avec Max et Hamilton, qui vont nous donner du beau spectacle. Et juste derrière, il y a quand même une à deux équipes avec McLaren surtout qui sont là pour faire le trouble fait. Je pense qu'on aura une belle saison, Oui. ce qui n'est pas le cas tous les ans. Il n'y a pas une domination folle des uns et des autres. Donc là, non, ça Ouais. va être vraiment intéressant Ouais. et le milieu de peloton, je pense, sera très animé tout au long de la saison. Tout à fait. Alors, on a 3 semaines de pause là avant de se retrouver pour le deuxième Grand Prix qui aura lieu à Imola. Et là, super rendez-vous en perspective. Où je me souviens que l'an dernier, Verstappen, avant son abandon malheureux, était excellent. Alors, j'annonce tout de suite que tu pourras pas être des nôtres, mon cher Tristan, parce que ton calendrier ELMS fait que ce même jour, tu seras à Barcelone, Ouais. hein, pour ton début de saison.
qu'on te souhaite évidemment le meilleur possible et on veut croire qu'avec cette équipe du Ken, comment tu as terminé la saison l'an dernier, on sait que vous êtes une force indéniable dans la catégorie, hein, donc j'espère que tout va bien se passer pour toi. Tu es confiant? En tout cas, on a bien travaillé, même si effectivement on a dû écourter pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. On s'est fait foutre dehors un peu des essais pour des raisons Covid, mais en tout cas on a bien travaillé. Tout ce qu'on a pu faire a été très positif. Il faut continuer. Il va y avoir des évolutions encore des pneumatiques, de grosses évolutions très importantes avec des pneus qui vont être 2 à 3 secondes moins rapides que ce qu'on utilise aujourd'hui pour essayer de pas faire trop d'ombre à l'hypercar pendant les 24 heures du Mans. Donc ça aussi, il va falloir le gérer, faire retrouver un setup d'auto. Ça redistribue un petit peu les cartes. On a un équipage qui est assez homogène avec pas mal d'expérience, donc ça c'est aussi très positif. Le niveau est tellement relevé aujourd'hui en LMP2 avec des pilotes comme Kubica et tous ces pilotes là qui gagnent dans le monde entier. Donc ce sera très très important d'avoir un équipage homogène avec un minimum d'erreurs faites et par les équipes et par les pilotes. Et c'est là, je pense que la différence se fera. Parce que maintenant on est tous en Eureka, les voitures on les connaît quand même, donc les écarts entre les autos se diminuent de Grand Prix en Grand Prix, donc non, ce sera très intéressant et très très sympa à regarder, je pense. En tout cas, je l'espère, et j'espère qu'on pourra avoir un peu de public, nous. Oui, tant qu'à faire. Oui, bien sûr. Bon, tout ça pour dire donc que tu seras pas là pour nous débriefer le Grand Prix d'Émilie-Romagne, mais évidemment, tu auras suffisamment d'espace dans ton calendrier pour revenir dès que possible au micro de l'Afterlap, le podcast du sport auto, qui est désormais visible sur toutes les plateformes. Enfin, désormais, non, c'était déjà le cas, mais via la plateforme AudioMins, maintenant, on est encore plus référencé, donc ça, c'est bien. Et puis, il y a toujours la déclinaison vidéo, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein, on va pas se gêner, puisque on fait ça à distance, vu la situation. Mais du coup, on a une vidéo assez facile à faire. Donc, la chaîne YouTube, l'Afterlap, ne manquez pas toujours d'aller voir les nouvelles parutions. Tristan, merci. Plein de bonnes choses pour toi et tes proches. Portez-vous bien. Et puis, à bientôt alors. Hein? Ça va le faire, à très vite. Et merci à toi encore. De rien. Allez, ciao. Ciao.